Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ce soir, c'est la remontada. Anne Hidalgo a présenté hier son programme, un programme de 70 propositions, parmi lesquelles la hausse du SMIC de 15%, 200 € net par mois, droit de vote à 16 ans, mieux rémunérer les enseignants, mais pas doubler leur rémunération, contrairement à ce qu'elle avait évoqué en septembre dernier, créer un ISF climatique, parvenir à 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible, supprimer Parcoursup pour augmenter le nombre de médecins. Un programme qui n'a pas beaucoup fait réagir ses concurrents ou les médias, ce qui s'explique peut-être par la faiblesse de la maire de Paris dans les sondages, où elle est créditée de 2 à 4% des suffrages, 3,5% dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de ce soir, d'où notre premier débat. Après avoir dévoilé son programme, Anne Hidalgo peut-elle faire sa remontada? Et vous êtes 97,9% à dire non. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure et maître de conférences en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Le désintérêt des médias et la quasi-absence de réaction des concurrents d'Anne Hidalgo, comment l'expliquez-vous? On croirait que c'est une candidature de témoignage. Je crois que vous avez à peu près tout expliqué en donnant le chiffre de 3,5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement pour le Parti Socialiste, qui est et sera peut-être demain encore un grand parti en France, on a une candidature qui est une candidature résiduelle en réalité, qui n'a pas vraiment d'espace politique, qui n'a pas non plus de réserve dans l'abstention. C'est la différence avec des candidatures comme peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, qui peuvent aller chercher des voix dans l'abstention. Là, pour le coup, on ne voit pas d'espace politique, pas de perspective. Et donc, quoi que Anne Hidalgo mette dans son programme, elle apparaît comme ne pouvant que difficilement concourir parmi les grands durant cette campagne. Donc dès le moment où vous avez un champ politique, un champ médiatique qui s'intéresse d'abord aux grands candidats, vous partez du principe qu'elle n'est pas une grande candidate aujourd'hui et que donc à partir de là, quel que soit le programme, cela s'avère, que ce soit pour les médias ou pour les Français, d'un intérêt limité. Philippe Bilger. Heureusement qu'elle est à 3,5, mon cher Philippe, sinon on n'aurait pas pu choisir cet excellent sujet sur sa remontada. Mais il est clair que je rejoins les auditeurs qui la jugent inconcevable, cette remontada. Je ne me prête pas une lucidité rétrospective, mais sa réélection à Paris a été un miracle, dû surtout à la faiblesse de l'opposition. Deuxième élément, vous aurez noté à quel point, vous l'avez rappelé, elle a beaucoup évolué en partant de surenchères quantitatives, puis en les amendant, en les infléchissant. Alors, elle a en effet proposé, il y a 2 jours, je crois, un véritable catalogue patchwork de mesures dont toutes apparemment sont progressistes et de gauche, mais ça ne suffira pas à faire un programme séduisant. Et je termine, je crois qu'elle est très gênée dorénavant par l'irruption probable d'une candidate qui ne fera pas, je crois, des scores mirobolants, mais au niveau des égos, ça peut la perturber. Je parlais de Christiane Taubira. Oh, on avait deviné. Benjamin Morel. Oui, je suis assez d'accord. Je ne crois pas non plus vraiment à la remontada et donc je me situe dans les 97,5% de vos auditeurs sur ce coup. Le problème, si vous voulez, il est multiple. C'est-à-dire qu'on a une candidature qui déjà reflète une forme de manque d'incarnation. Anne Hidalgo n'est pas non plus une personnalité qui, à l'origine, est très connue par les Français et elle n'incarne pas grand-chose dans l'opinion, si ce n'est la ville de Paris, ce qui, à Paris même, ne lui fournit pas forcément beaucoup de troupes parce que son bilan n'est pas forcément jugé très positivement et en dehors de la France fait qu'elle est en réalité la plupart du temps totalement inconnue. Donc il y a un problème de casting. Mais en fait, qui avait-il d'autre? C'est le premier problème. L'autre problème, ensuite, c'est un problème d'espace politique. L'espace social-démocrate qui permettait au Parti socialiste d'exister et de dominer la vie politique était lié à 2 choses. Le fait d'avoir un espace de centre-gauche suffisamment développé et important. Or, aujourd'hui, cet espace de centre-gauche est à la fois très divisé, puis pour une grande partie d'entre lui, encore capté par Emmanuel Macron. Et ensuite, d'apparaître comme étant capable de proposer une candidature utile, une candidature pouvant arriver au second tour, et donc ça déclenchait un effet de vote utile de la part de la gauche. Aujourd'hui, voter utile Anne Hidalgo, ça fait doucement sourire, si vous voulez, si je veux être un peu cruel. Donc il n'y a pas de vote utile pour Anne Hidalgo, il y a un espace politique qui est capté par Emmanuel Macron et un peu par Yannick Jadot, donc il n'y a pas vraiment d'avenir pour la candidature. Céline Pina. Que dire Je trouve que Benjamin Morel a très bien résumé le problème. Mais parce qu'il est très bon.
Exactement. Et on a un parti socialiste qui ne peut même plus aider sa candidate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque PS est complètement démonétisée. Donc, vous avez une candidate faible en termes de notoriété et un parti qui ne peut pas lui amener, disons, un label de qualité minimale. Donc, effectivement, elle est à 3,5%. Il y a peu de chances pour que ça grimpe beaucoup plus. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, une politique économique à droite et disons, investir le champ sociétal avec des mesurettes. C'est ce qu'a fait beaucoup le PS qui, à la sortie du mandat de François Hollande, ne mettait en avant que le mariage pour tous et n'avait pas grand-chose à dire sur les sujets économiques et sociaux, par exemple, fait qu'effectivement, ce champ-là peut être complètement préempté par un candidat comme Emmanuel Macron, qui est très à l'aise dans le fait de faire une politique économique à droite et de mettre en avant quelques sujets sociétaux. Donc, elle a vraiment aucun espace politique. On voit aucun espace politique potentiel se dégager devant elle. Sur le sociétal, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon va aller beaucoup plus loin et va être en cohérence en allant chercher un électorat très particulier. Sur le domaine de la politique économique, malheureusement, Emmanuel Macron est plus crédible. Donc effectivement, on ne voit aucun moyen pour elle de sortir de la nasse. Benjamin Morel. Oui, alors c'est vrai. En même temps, l'objectif d'Anne Hidalgo, si on y prête, je dirais, un peu de réalisme, n'est pas vraiment de gagner les présidentielles à ce stade-là. On va avoir deux événements importants pour la gauche après les présidentielles. Le premier événement, ça va être les législatives. Et donc, la capacité à négocier des places aux législatives dans des perspectives d'union de la gauche dans certaines circos, va être liée en grande partie à la position des candidats les uns par rapport aux autres. Et donc le vrai rival d'Anne Hidalgo, c'est pas tant Emmanuel Macron que Yannick Jadot, si vous voulez, ou Christiane Taubira. Et de l'autre, ensuite, il y aura une recomposition potentielle de la gauche, parce que les partis vont être très très fragilisés. Donc la possibilité de se positionner comme candidature de force va jouer pour le coup. Et donc la volonté d'Anne Hidalgo à ce stade-là, c'est pas d'être présidente de la République, c'est d'être en réalité la première sur l'espace de centre-gauche entre elle, Christiane Taubira et Yannick Jadot. C'est pas gagné. Boris Faure. Oui, je voudrais apporter une petite touche d'optimisme lucide. C'est que c'est lucide qui est important. Quand on est à 3 ou 4, quand on est à 3 ou 4, on peut se permettre d'être audacieux. Et en fait, vous avez parlé, Philippe, de cette proposition sur les enseignants de revalorisation salariale. La revalorisation salariale chez les enseignants est très attendue, en fait, je pense, serait de nature à mobiliser, et il faut une proposition forte. Et je trouvais qu'effectivement, c'est dommage qu'elle soit revenue sur le doublement, parce que on se serait rapproché de l'Allemagne, parce que on est très à la traîne en matière... Mais ils ont beaucoup moins de vacances en Allemagne aussi. Hein. Certes, mais... Et ils travaillent plus longtemps dans la vie. Hein. Philippe, on est 20e sur 36. C'est vrai aussi. C'est honteux. Une grande nation éducative comme la France ne peut pas se traîner, ne peut pas payer ses enseignants aussi mal, notamment en début de carrière. Donc, elle doit se permettre d'être audacieuse, et je pense que l'école lui offre un champ possible d'audace. Benjamin Morel. Ah, on n'entend plus Benjamin Morel. Ah, vous m'entendez ? Ah, là, on vous entend parfaitement. Ah, merveilleux. Je disais, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à la fois sur le fond et d'un point de vue stratégique. Sur le fond, on a un vrai problème, en effet, avec l'éducation nationale et le niveau de rémunération des enseignants. Sur la stratégie, en réalité, pour Anne Hidalgo, si je suis encore une fois un peu cruel, mais également stratège, on reste gratis. C'est-à-dire qu'elle ne va pas être présidente de la République, a priori. On peut parier son livret A là-dessus. Donc, ce faisant, bon, j'ai 15 € dessus, donc je ne parie pas grand-chose, mais je serais même capable de parier un peu plus. Donc, si vous voulez, vous pouvez annoncer des mesures onéreuses pour mobiliser qui en réalité ? Eh bien, le tissu social traditionnel du centre-gauche. Ces électeurs que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez aller tirer hors de l'abstention ou d'un vote Mélenchon ou d'un vote Jadot. Le PS là-dessus a une forme de crédibilité. C'est des terrains qu'il connaît bien, où il a des ramifications, où il a des entrées. Et donc, il faut aller chercher ces électeurs-là qui vont aller voter le jour des présidentielles et qui peuvent permettre, encore une fois, pas d'emporter la présidentielle, mais de faire la différence dans cet espace de centre-gauche. Philippe Bilger, qui chante parfaitement bien le Barbier de Séville, hein, pour votre info, Benjamin Morel, vous êtes au courant comme ça. Je voulais dire à Boris, j'espère que l'audace qu'elle mettra peut-être en œuvre ne la fera pas régresser, ce serait un peu dommage. Perdu pour perdu. Oui, elle peut aller à 2, après tout, pourquoi pas, c'est pas grave. De toute façon...
c'est tout de même, je me souviens d'un épisode qui m'avait fait rencontrer il y a longtemps Anne Hidalgo. Elle avait déjà décidé d'y aller et j'avais été frappé par sa résolution, sa détermination. Et je pense qu'il y a une chose qu'on doit lui reconnaître, c'est que même si Christiane Taubira, d'ailleurs je crois qu'elle doit être pratiquement la seule candidate dans cette primaire citoyenne, l'emporte, eh bien elle continuera à se battre, Anne Hidalgo. On peut tout dire d'elle, sauf qu'elle lâche facilement. Benjamin Morel. Oui, c'est vrai, on peut lui reconnaître une forme de permanence. Après, encore une fois, le problème va au-delà d'Anne Hidalgo et les enjeux vont au-delà d'Anne Hidalgo. Si on parle par exemple du seuil de 5%, derrière vous avez les finances du Parti Socialiste et la capacité demain du Parti Socialiste, tout bêtement, à garder son siège, qu'il a déjà changé la dernière fois, et à rester un grand parti au niveau national, pouvant avoir des ambitions ensuite au niveau national. Parce qu'il y a à la fois le remboursement, puis derrière il y a les législatives et la question financière ensuite de ce qui est tendu par les législatives, parce qu'une grande partie du financement des partis politiques est liée aux résultats des législatives. Donc les enjeux sont très très profonds et Anne Hidalgo, c'est vrai, a là-dessus un poids sur ses épaules qui est excessivement important pour une candidature dont on peut considérer quand même qu'elle est relativement mal préparée et qu'elle a été relativement mal négociée tant au niveau du programme que de la communication. C'est Spida. Ça peut expliquer une partie du piège dans lequel se retrouve Anne Hidalgo, y compris par rapport à la candidature de Christiane Taubira. Parce que au départ, quand on voit sortir Christiane Taubira du bois, on se dit tiens, ça peut être la solution pour Anne Hidalgo de se retirer de la campagne sans s'être fait battre à plat de couture et en gardant un petit peu un minimum de panache, dirait-on. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, c'est la marque PS qui disparaît de la présidentielle, ce qui est un problème ensuite sur les législatives et un problème d'autant plus fort que on sait très bien que les négociations sur les territoires et sur les postes vont se faire comme elles se sont fait d'habitude, c'est-à-dire au prorata des résultats électoraux. Et le PS savait à une époque demander le leadership au nom justement de sa place dans les votes à gauche. Aujourd'hui, il va se retrouver dans une très très grande difficulté parce que les Verts n'ont aucune raison de céder une quelconque place. LFI a décidé d'exister de par lui-même et y compris contre le PC. Et on se dit que cet éclatement qu'on voit à la présidentielle, on le reverra probablement au moment des législatives. Benjamin Morel. Oui, c'est en effet assez probable. Alors malgré tout, au niveau des législatives, on peut avoir des listes d'union de la gauche. Mais si vous avez des listes d'union de la gauche alors que vous n'avez pas eu de candidate ou votre candidate a fait 2%, eh bien vous n'êtes pas en position de force. Et la tête de liste, au bout du compte, elle sera ELV, elle sera peut-être LFI si jamais ça va jusqu'à LFI. Donc c'est le PS ensuite qui est fragilisé, qui ne tiendrait plus aujourd'hui, qui ne tient déjà plus et qui ne tiendrait plus que par ses élus locaux. Or, si vous voulez, on est en train d'assister à un double phénomène. On est en train d'assister à une marginalisation du Parti Socialiste au niveau national, ce qui fait que du coup il n'a plus de prise, plus d'espace politique, mais également à une féodalisation du parti, parce que ce parti a plutôt gagné les élections locales. Mais les grands barons aujourd'hui n'ont pas forcément le même intérêt, on le voit avec le maire de Marseille récemment, à soutenir une ligne nationale, une ligne de conquête nationale, parce qu'ils ont leurs affaires locales et parce que, eh bien, mieux vaut rentrer en négociation directe avec l'État, mieux vaut surtout, eh bien, ne pas être assimilé à un candidat qui perdrait. Donc cette dynamique-là, qui est une dynamique en réalité qui ressemble un peu à ce qui est arrivé il y a quelques décennies au Parti radical. C'est quelque chose qui est en train de faire disparaître, du point de vue de son logiciel idéologique et de sa place politique, ce qui était le Parti socialiste. Boris Faure. Oui, le Parti socialiste aujourd'hui est un peu redevenu ce qu'était la SFIO jadis, c'est-à-dire un centre politique assez faible, mais un gros tissu, un tissu important en fait d'élus locaux. Et je pense que sur les législatives, ce qui a été dit, je le nuance en disant il y a une prime finalement, le candidat de gauche le mieux placé à la présidentielle mettra en bonne situation ses candidats aux législatives pour négocier en position de force. C'est vrai. Mais là où c'est pas vrai, c'est qu'il faut rajouter que sur place, les notables locaux, les barons locaux socialistes, barons ou baronnes, peuvent faire la différence dans une négociation. Quelqu'un qui est déjà en situation, un vice-président de conseil régional, quand il va aller négocier avec le militant écologiste local, normalement, quand même, le rapport de force, il est pour lui. Donc il faut aussi prendre en compte, je pense, cette dimension locale sur la législative qui existe, même si on sait la législative est sous influence, bien sûr, de la présidentielle. Benjamin Morel.
Oui, c'est vrai, je rejoins en partie ce qui a été dit. Après, il faut quand même noter que l'organisation des partis aujourd'hui n'est pas tout à fait la même. Vous avez en effet une très grande féodalisation du PS, mais en revanche, ELV, elle, est dans une stratégie nationale, par exemple. Or, on a vu au moment des régionales que cette différence de perspective et de stratégie, eh bien, conduisait soit à des situations à géométrie variable, soit à de vrais verrouillages, avec des candidats qui, par exemple, étaient exclus de ELV parce qu'ils s'alliaient avec le PS, etc. Donc, cette situation-là fait que dans le cadre d'un accord national, eh bien, on risque en réalité d'avoir beaucoup de difficultés pour le PS à contrôler ce type de situation, et on risque soit d'avoir en effet des alliances menées, si jamais la candidature d'Anne Hidalgo reste marginale, menées par des Verts ou par des Insoumis, ou bien d'avoir en réalité une perte totale de contrôle, et à ce moment-là, des candidatures de gauche qui se présentent les unes contre les autres et qui, au bout du compte, finissent par se neutraliser. Benjamin Morel, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui est marquant encore quand on regarde les dernières européennes ou les dernières présidentielles et les dernières régionales? Le PS et LR sont devenus des partis d'élus locaux, et les partis d'élection nationale, c'est LREM et l'ERN. Vous faites le même constat ou pas? Exactement, c'est une vraie question et un vrai problème. Pour la première fois depuis le début du régime républicain, dans les années 1870, on a un champ politique local, et ça rejaillit d'ailleurs sur la question des 500 signatures, qui n'est pas du tout à l'image du champ politique au niveau national. Du coup, les crises entre le local et le national qu'on a pu voir se produire au moment des confinements sont en partie liées à ça. Et on a des partis d'opposition qui s'opposent par leurs élus locaux, parfois de manière un peu caricaturale, et un échelon national, des partis au niveau national qui ne comprennent plus les échelons locaux. Donc ça crée une forme de fracture entre l'échelon local et l'échelon national qui n'est pas bon pour l'unité de la République et qui n'est pas bon également pour le suivi des politiques publiques. Et par ailleurs, eh bien, ça crée pour les partis qui profitent, LR et le PS, des élections locales, de vrais problèmes stratégiques. Par exemple, prenez la réaction de Renaud Muselier. La réaction de Renaud Muselier, d'un point de vue local, elle s'entend tout à fait. Elle est localement très intelligente. Il avait besoin de LREM au niveau local pour l'emporter. Mais au niveau national, une telle prise de position, eh bien, c'est fragiliser profondément son parti. Donc on a des stratégies au niveau national qui ne sont pas les mêmes stratégies au niveau local, et qui du coup font que ces partis-là, dès le moment où ils veulent avoir une stratégie de reconquête au niveau national, sont handicapés par ce qui fait leur force, c'est-à-dire leur gros bataillon d'élus locaux. Merci beaucoup Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure et maître de conférences en droit public à Paris 2. Alors je vous préviens, l'expression remontada a beaucoup inspiré les internautes. Pour Krinev, c'est plutôt la plantada qu'elle va faire. Pour Mohamed, non, en revanche, elle peut se faire démontada. Quant à Kat, elle va plutôt faire une dégage de là. Il manquait que la dégringolada, et la fête était complète. Et verdict sur Twitter. Oui, alors la remontada, peu de gens y croient, puisque vous êtes 97,9% à dire non, elle ne peut pas faire de remontada. Merci encore à vous, Benjamin Morel. De suite, on va retrouver la mémoire de Sud Radio. Pas de quiz présidentiel, puisqu'on vous l'a annoncé il y a quelques minutes. On a appris la disparition du réalisateur Jean-Jacques Benex, qui avait fait notamment Diva et 37.2 le matin. Et on va évoquer la vie et la mémoire de l'acteur en compagnie de Jacques Pessis, que vous retrouvez tous les jours sur Sud Radio dans Les Clés d'une vie, et qui est la mémoire de la station. Restez bien avec nous.